Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Je vois qu'il y a Charlie et Max qui se sont connectés. Super. Bon, il semblerait qu'on est en petit comité pour cette première webinaire francophone, mais ce que je propose, c'est qu'on profite justement de l'occasion pour peut-être parler d'autres sujets, voire échanger beaucoup plus d'expériences, etc. Est-ce que ça vous convient comme méthode de travail? Et du coup, est-ce que vous pouvez allumer vos caméras? Comme ça, je peux vous voir et ce sera beaucoup plus sympathique pour tout le monde. Charlie, Max, est-ce que ça vous va comme méthode? Justin, there is an issue. They cannot turn on the camera. Hi, Daniela. We're just trying to promote Charlie and Max to panelists. It's not Mhm. working at the moment. So for now, I think the microphone is all that's possible, but we'll keep trying to promote them so that they can turn on webcams. OK. Bon, alors on va attendre à voir si on peut résoudre cette question, mais normalement, vous pouvez parler. Donc, je vais commencer avec la présentation que j'ai préparée et bientôt, je vais vous poser des questions et à ce moment-là, on peut commencer à avoir un dialogue, si ça vous va. Donc, vous pouvez toujours m'écrire sur le chat et vous pouvez parler. Donc, pour aujourd'hui, euh, quel est l'objectif de ces premiers webinaires sur le dépistage de l'hépatite, chemin vers l'élimination, conseils pratiques pour les communautés? Bon, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Daniela Rojas Castro. Je suis docteur en psychologie sociale et méthodologie. Ça fait 25 ans que je travaille dans les milieux VIH et hépatite, et notamment en faisant de la recherche communautaire, mais aussi l'évaluation des services et des activités d'innovation comme c'est le dépistage communautaire il y a 15-20 ans, l'arrivée de la PrEP, etc. Donc, ce qui est important, c'est de savoir déjà quel type d'expérience on a avec ces dépistages communautaires. Donc, est-ce que Charlie et Max, est-ce que vous pouvez me raconter un peu sur qui vous êtes, de quel pays, de quel pays vous venez et avec quel animal vous vous sentez identifié? Charlie? Oui, bonjour, Charlie. Je suis encore en train de réfléchir à l'animal, mais pour répondre rapidement à la question, donc mon nom, puis mon pays, puis mon lieu de travail. Donc, je travaille au Québec, au Canada, à Mhm. l'organisme CAPAC, qui est le Centre d'aide associatif polyvalent d'aide à l'hépatite C, où en fait on est un organisme de seconde ligne, donc on offre des services de soutien, d'écoute, puis aussi des ateliers et aussi donc du dépistage communautaire, mais à travers donc, des infirmières. Donc on embauche des infirmières, puis on va dans des organismes pour dépister les personnes qui seraient intéressées, parce que au Québec, malheureusement, les intervenants communautaires n'ont pas le droit de faire du dépistage communautaire, chose pour laquelle on essaie de se faire entendre désespérément depuis plusieurs années. Et je dirais que je suis peut-être plus un chat curieux. D'accord, merci beaucoup Charlie. On reviendra sur la question de l'autorisation pour les acteurs communautaires, parce que c'est un long sujet, une longue histoire au Canada. Max, est-ce que tu es avec nous?
Bon, alors Charlie va continuer tous les deux. Et l'idée de faire ce webinaire était d'un côté parce que c'est, comme j'imagine que vous le savez bien, c'est le cadre de la Semaine mondiale de dépistage, donc de dépistage des hépatites. Donc c'est toujours une belle opportunité pour pouvoir justement parler de comment ça se passe, pourquoi il faut ces dépistages communautaires, quelles sont les questions logistiques, les points d'attention, de vigilance qu'on doit en avoir. Parce qu'il nous reste 5 ans, si jamais on veut arriver au target que l'OMS avait fixé d'une réduction de 90% de l'incidence d'ici 2030. Et la seule façon d'y arriver, sera notamment par le dépistage. Et parce que pour la World Hepatitis Alliance, il y a aussi un rôle de renforcer le rôle que les organisations de la société civile peuvent jouer à l'heure d'attendre l'élimination des hépatites. Donc, c'est aussi une partie du soutien au milieu communautaire. Donc, les objectifs que l'on avait aujourd'hui, c'est un peu, mais je pense qu'on va les faire beaucoup plus dialogue, Charlie, si ça te va. Comment on peut mettre en place les dépistages communautaires. On pourra parler de ton expérience avec les dépistages plutôt par les infirmières, voir les différents types de tests qu'on peut utiliser, un peu d'aspect économique, voir un peu quelles sont les compétences qu'on va nécessiter pour la réalisation des tests. Et je voulais toucher un mot, cette année c'est mon dada, sur la question des suivi-évaluation des différents types d'activités de dépistage qu'on peut mettre en place. Et j'expliquerai après pourquoi. Donc, est-ce que... je vais te tutoyer, Charlie, si c'est OK pour toi. OK, toi aussi, tu peux me tutoyer. Et une première question, c'est savoir pourquoi est-il important ces dépistages et si il est perçu comme important dans les communautés avec qui tu travailles. Euh, donc, pour nous, en tout cas, au Québec, le dépistage est quand même relativement important parce qu'il n'est pas accessible. Et c'est comme une étape nécessaire pour pouvoir avoir accès au traitement, là. Il y a beaucoup de gens qui se sont réinfectés puis sont pas au courant ou tout simplement qui savent pas c'est quoi Mhm. certaines choses, là. Donc c'est vraiment pas accessible. Puis on a un manque de médecins puis d'infirmières ici au Québec, fait que c'est compliqué pour les gens, là. Puis il y en a qui ont pas la carte d'assurance euh, Oui, provinciale québécoise, fait que c'est ça. Puis on se concentre vraiment sur les populations vulnérables, nous, au CAPAC. Donc, ce sont les personnes qui ont une expérience d'incarcération, les personnes avec sans-abri ou qui consomment, etc. Ou les personnes immigrantes. Et ce sont des gens, en fait, qui, généralement, n'ont pas accès à ce genre à des soins médicaux et donc au dépistage en général. d'accord, merci Charlie. Je vois que Fatou est arrivé. Est-ce que Fatou, tu peux te allumer ton caméra? On aura une webinaire petit comité, donc ce qui va, je pense, être encore plus intéressant et sympathique. Et est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi le dépistage c'est important dans les communautés avec qui tu travailles, s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup. Merci de m'avoir convié à ce webinaire. C'est Fatou Nguirane, présidente de l'association Sapara Hépatite Sénégal. Je tenais aussi à préciser que nous sommes en train de nous avons mis en place un réseau d'associations. C'est juste que c'est des petites associations qui commencent à naître dans les régions et j'en Oui. suis aussi la présidente. Donc, l'importance du dépistage, c'est que nous, au niveau du Sénégal, c'est l'information qui n'est pas bien passée. Donc, c'est des gens que nous perdons, des jeunes que nous perdons à des phases vraiment, des jeunes que nous pouvions récupérer si vraiment on avait fait des dépistages et encore surtout les pousser à pouvoir en cas se prendre en charge, mais surtout éviter d'aller vers les tradipraticiens qui
en général, pour la plupart, sont les responsables vraiment de la perte de, de la population. D'accord, merci Fatou. Je vois aussi qu'il y a Patrick qui est arrivé du Congo. Patrick, est-ce que tu peux allumer ton caméra et te présenter et nous répondre à cette question de pourquoi c'est important pour les communautés avec qui tu travailles le dépistage? Oui, Bonjour Patrick. bonjour. Le nom c'est Patrick Amissi et je suis le responsable de la structure de prise en charge des personnes infectées par les hépatites Ouais, au Congo. Et je suis aussi ambassadeur de la Fondation Apprendre Genève en République démocratique du Congo. Et, d'accord. et je pense que ces dépister, c'est très important parce que ça permet de voir son état, non seulement de savoir son état, mais aussi de se préparer psychologiquement et de savoir quelles mesures prendre ou qui contacter une charge psychosociale ou une prise en charge médicale. Parce que tant il y aura des la personne devient plus dangereuse, non seulement pour la communauté, mais aussi pour lui-même aussi. C'est que l'idéal vraiment, c'est faire dépister, ça serait vraiment euh, l'idéal. Ça serait très, très important pour nous surtout qui encadrons ces gens-là. Parce qu'une fois reconnaître votre état sérologique en retard, ça devient déjà quelque chose qui est irrécupérable, d'après les informations que nous avons, surtout par rapport aux hépatites. Absolument. Merci Patrick. Et Max, si jamais tu souhaites participer, n'hésite pas. Alors, si on doit dire pourquoi c'est si important ce dépistage communautaire dans le monde des hépatites, on a des chiffres qui parlent par elles-mêmes, hein. On a 304 millions de personnes qui vivent avec l'hépatite B ou l'hépatite C en 2022. On compte 1,3 million de morts annuellement. Et puis, il y a 80% des personnes qui sont asymptomatiques jusqu'au stade avancé, ce qui pose énormément de problèmes sur la question du potentiel de transmission d'un côté, et après sur quelle sera l'issue pour ces personnes qui sont diagnostiquées tardivement. Euh, En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si on veut faire un travail adéquat concernant la prévention, la détection précoce et la prise en charge des hépatites, il faut que ces dépistages communautaires puissent exister et qu'ils soient les plus diversifiés possible. Parce que le fait de ne pas avoir une hépatite diagnostiquée a un impact énorme. Parce que ça veut dire que si on n'a pas dépisté, on n'aura pas des traitements, on n'aura pas de guérisons possibles, il y aura des transmissions continues, on augmente les chances d'avoir un diagnostic à un stade avancé et donc on n'arrivera pas à cette question d'élimination. Et je voudrais insister sur ces questions d'ouvrir à la plupart des options possibles dans ce dépistage. Certains d'entre vous sont arrivés un peu plus tard, mais Charlie parlait par exemple de l'expérience au Canada. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la Coxida au Canada, Charlie, donc j'ai visité certaines des associations qui travaillent, qui font partie. Et je sais que le fait qu'au Canada, par exemple, les acteurs communautaires ne peuvent pas faire du dépistage communautaire. J'imagine que Fatou et Patrick, c'est pas la même chose dans vos pays. Patrick, je t'entends pas. Je dis que dans mon pays, se faire dépister, vraiment, c'est un besoin urgent pour la communauté. Mais les moyens de se faire dépister, parce qu'il n'y a pas vraiment le dépistage de masse qui a déjà été organisé par les autorités sanitaires. Alors, ce qui fait assez, pour se faire dépister, nous avons juste deux choix. Oui, Soit vous payez et les tests qui coûtent cher, soit vous vous déguisez en donneur bénévole du sang.
Et D'accord. là, dans des centres de donneurs bénévoles du sang, on vous dépiste. Si on vous retrouve avec ces 3 marqueurs, directement vous êtes écarté. Et là-bas, c'est une occasion aussi de savoir votre état sérologique. Si vous n'êtes pas dépisté positif, directement, vous donnez le sang. Alors, allez-vous comprendre qu'on le fait, c'est pas. On peut donner du sang sans pour autant être convaincu d'être donneur du sang, mais juste pour avoir son état sérologique. Oui. Parce qu'il n'y a pas vraiment le dépistage des masses qui est déjà organisé et c'est payant, ce qui cause un peu de problèmes, même si on peut entrer dans cette sensibilisation pour que la communauté se fasse dépister, mais on aura ces défis-là, on aura ces obstacles-là qui pourraient peut-être freiner ou Mm. ne pas beaucoup encourager les gens à se faire dépister. Oui, c'est ça les défis, les problèmes que nous, on peut retrouver dans notre pays. Et du coup, Patrick, ça veut dire que le dépistage communautaire n'est pas autorisé? Le dépistage communautaire, ça peut être autorisé, mais ce n'est pas encore parce qu'on attend que ce soit le gouvernement qui donne les sonnettes d'alarme ou qui donne euh, les go. Oui, d'accord. Oui, ouais. Mais nous, en tant que structure, on a ces paquets, on a ces projets aussi de faire le dépistage des masses. Mais même malgré ça, on est bloqué. On est bloqué parce que, comme il est dit en santé publique, tu ne peux pas faire dépister quelqu'un que tu ne seras pas à mesure de prendre en charge. Alors, ça nous bloque, nous aussi, en tant que structure, parce que je peux organiser et avec certains partenaires, on peut retrouver des réactifs, des bandelettes pour faire dépister. Mais les gens là qui seront dépistés positivement, on le fait comment? On va leur jeter à leur sort ou si on était à mesure de les prendre en charge, on pourrait organiser des dépistages de masse. Ouais. Ok, merci Patrick. Fatou, au Sénégal? Voilà, donc nous, par rapport au dépistage de masse, pour l'instant, c'est juste à travers peut-être les femmes enceintes, on en profite pour faire les dépistages systématiques, ça c'est déjà acquis. Mais pour l'instant, le ministère de la Santé n'a pas encore commencé à faire des dépistages de masse. Mais avec les associations, vraiment, nous faisons des journées de dépistage gratuits et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Mais toutefois, il faut aussi prendre en compte ce facteur dont a parlé tout à l'heure mon frère. Et c'est parce que les gens, maintenant pour faire cela, d'aucuns nous disent, Madame, il faut faire attention. Parce que vous faites des dépistages, vous testez les gens positifs et vous leur créez des situations psychologiques parce que ces personnes, après cela, vont avoir des difficultés de prise en charge. Donc là, on est obligé, par moment, au moment où nous devons faire 100 tests, on est obligé de faire juste 25 ou 50 pour éviter vraiment ce traumatisme. Mais nous savons que la maladie, elle est bien là et puis voilà, qui nécessite vraiment une meilleure compréhension, une grande prise en charge. Ce que tu racontes, Fatou, c'est les mêmes questions on avait mis comme élément pour freiner les dépistages communautaires dans les milieux VIH, hein. C'est de dire oui, les gens vont se suicider, ils vont être traumatisés, etc. Mais en fait, non, les gens, pour la plupart des cas, veulent savoir quel est son état de santé et pouvoir se prendre en charge. Donc, si vous voulez, après, on pourra parler des expériences que je peux partager, notamment sur la France et l'Espagne, qui ont deux formes très différentes aussi de réagir par rapport au dépistage communautaire. Et parce que je pense que l'objectif ici aussi, c'est justement d'échanger ce type d'expérience pour voir comment ces autres expériences peuvent vous être utiles pour la mise en place et l'amélioration de dépistage communautaire dans vos contextes qui sont super intéressants, dans lesquels il y a besoin d'agir. Donc, Parce voilà. que de toute façon, ce que nous Oui. savons, c'est que si on veut arrêter vraiment cette évolution de la maladie, il faudrait qu'on fasse des dépistages de masse, que l'on ait des chiffres bien donnés et qu'on puisse vraiment prendre en compte cette maladie et arrêter vraiment cette évolution. Et surtout prévenir ceux qui ne l'ont pas encore. Ça, il le faut. Absolument, Fatou, je suis complètement d'accord avec toi. C'est fondamental.
Je pense qu'il y a beaucoup de freins. Quand on veut mettre en place un système ou un dispositif de dépistage communautaire, on va retrouver beaucoup de freins. Il y a un frein économique dans le sens que les tests, il faut les acheter, enfin, il faut les obtenir d'une façon ou d'une autre. Il faut avoir quand même du personnel qui doit être formé, on reviendra sur ça après, mais qui doit être formé au dépistage. Et il faut assurer, c'est le point de cette diapo, il faut assurer le linkage to care, parce que c'est une des choses qu'on a pu trouver parfois comme un problème quand on fait du dépistage communautaire, c'est que parfois la relation s'arrête une fois que tu as les résultats. Et différentes structures, en fonction des différentes populations qu'ils vont accueillir, euh, vont faire plus ou moins de pas dans cette linkage to care. Donc, certains vont dire, bon, il faut aller voir le médecin ou aller à l'hôpital ou à tel centre de prise en charge. Et ils vont rester là. D'autres vont faire l'accompagnement à la premier rendez-vous. D'autres vont faire un accompagnement jusqu'à la personne est en traitement. Tu vois, et ça va changer énormément. Et si vraiment ces dépistages communautaires qu'on a réalisés a servi pour quelque chose. Et ça va être une donnée fondamentale pour que vous pouviez, dans l'avenir, justifier aussi des demandes de financement pour montrer la qualité de vos services, c'est d'assurer surtout les linkage to care. Ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Dans les milieux VIH, on voit, malgré le fait que ça fait des années qu'on y travaille sur ces questions, il y a toujours une espèce de boîte noire là, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Une fois les personnes ont les résultats, on arrête de mesurer qu'est-ce qui s'est passé avec la personne. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et en fait, si je comprends bien, là, Fatou, vous faites du dépistage communautaire, mais ce n'est pas tout à fait autorisé, légal, encadré, etc. Patrick, au Congo, on ne fait pas, et Charlie au Canada non plus. Enfin, on fait avec les... Euh, Oui, Fatou? je ne dis pas que c'est pas légal. Je ne dis pas que c'est pas légal. Oui, oui. Non, mais je veux dire que c'est pas autorisé. Il n'y a pas une question qui Il n'y a encadre. pas un encadrement. Voilà, il n'y a pas un encadrement, il n'y a pas cet Ouais, accompagnement pour l'instant. ouais. Voilà. C'est la même situation qu'en Espagne. Je vous raconterai après. Oui, 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 oui. De même que chez nous au Congo, de même que chez nous au Congo, vraiment. Parce que nous, on pensait qu'on devrait attendre à ce que les autorités se décident, mais on comprend que les autorités vraiment ne prennent pas en charge cette pathologie, en charge d'une manière complète. Et là, bon, nous, on s'est dit en tant que structure de prise en charge, comme les autorités ne veulent pas se décider, est-ce qu'il faudra-t-il laisser tous ces gens-là mourir en silence? Non, Mm. nous, on est là, on se débat avec nos moyens, minimes que soient-ils, avec les cotisations des membres. On est en train de toquer d'ici là pour voir si on peut trouver des partenaires qui peuvent nous accompagner dans la lutte. Et on est là, on ne peut pas laisser la population comme ça parce que les autres ne font rien. Non, non. Non, mais vous savez, enfin, à mon avis, mon avis personnel, vous avez tout à fait raison. Et je pense que, j'imagine que vous avez des relations, enfin, je ne sais pas, j'imagine pas. Est-ce que vous avez des relations avec la World Hepatitis Alliance, des relations proches, justement, pour avoir un soutien sur comment mieux encadrer, etc., ces dépistages communautaires? Parce que c'est Bon, quelque des relations proches, approfondies, peut-être non, mais laisse-moi vous dire que notre structure est membre de l'Alliance mondiale de lutte contre les hépatites. Oui, Et d'ailleurs, on est membre votant et la structure existe depuis 2010. Ça fait d'accord. bientôt 11 ans que la structure existe, mais on se débat à notre propre sort avec le malade. Hein. On est là, on nous a été, c'est comme qui dirait, on nous a été rejeté et nous, on se débat quand même. On se débat, on ne peut pas fermer les doigts, les mains, alors qu'il y a les gens qui meurent. Il y a les gens dans l'association, nous enregistrons des cas. Mm. D'ailleurs, on est en train même d'encadrer les orphelins de l'hépatite, dont papa et son père étaient membres de l'association, la maman aussi était membre de l'association, tous deux sont morts. Et nous, on est resté avec les enfants. Bien sûr, on n'a pas aussi les moyens pour voir comment les encadrer, mais nous faisons au moins une prise en charge scolaire de ces trois orphelins
ferait des hépatites. En fait, allez-vous comprendre que si peut-être on était à une relation vraiment très, très approfondie avec l'Alliance, on pouvait avoir des orientations, pour ne pas dire on pouvait avoir des moyens de soutien. Juste les orientations pouvaient nous permettre à bien canaliser notre Je démarche et pense notre... que c'est tout le but justement de l'Alliance, de pouvoir aider et soutenir des initiatives pour justement pour vous faciliter la vie en fait dans ce type des actions et des besoins que vous en avez dans vos contextes. Hein. C'est les cas, et je parle aussi pour le Canada qui, par exemple, cette question de fait que ce n'est pas autorisé par les acteurs communautaires, c'est un frein depuis plus de 20 ans, quoi. C'est incroyable et c'est très lié, enfin, de ce que j'ai compris au Canada, hein, c'est très lié au fait qu'il y a un fort lobby des infirmières pour garder les actes. Parce qu'en fait, pour chaque dépistage, il y a un acte médical payé. Donc, du coup, ils ne veulent pas perdre cette rentrée de financement. Et, sauf que c'est un faux argument parce que la question, j'ai commencé avec ça, il y a plusieurs options dans ces questions de comment proposer un dépistage, justement parce qu'on ne va pas atteindre les mêmes personnes. Donc, il y a de fortes chances que les personnes qui viennent et qui acceptent de se faire dépister par une infirmière ne viendraient, enfin, que ceux qui ne viennent pas se faire dépister par une infirmière ne viendront jamais. Donc, ce n'est pas un acte médical perdu. C'est quelque chose que d'autres acteurs auraient pu faire autrement. Et au lieu d'y avoir 10 cas dépistés, on aurait 20. Et, mais ça, c'est des arguments qu'on doit utiliser quand on fait du plaidoyer, quand on a des données, etc., qu'on doit montrer une et une autre fois pour que les gens comprennent qu'il faut du dépistage communautaire, il faut du dépistage médical, il faut du dépistage par les infirmières, il faut de l'autotest, il faut tout parce que c'est la seule façon d'arriver à toucher toutes les personnes qu'on a à toucher. Et, on ne peut pas se dire c'est que le dépistage communautaire qui va être utile, ou que le dépistage médical, ou que l'autotest, etc. C'est faux. Il faut avoir toute la palette pour arriver au maximum de personnes. Donc, et juste pour vous partager un peu la situation en Espagne et en France, que je connais, enfin, parce que j'ai travaillé pas mal sur la question des dépistages communautaires. Et la France, elle a choisi plutôt de faire des études, etc., pour préparer l'arrivée du dépistage communautaire. Et dans ce cas-là, négocier avec le gouvernement pour qu'eux, ils se payent les tests et ils se donnent de l'argent pour chaque test réalisé. Tandis que l'Espagne, c'est un peu comme le Sénégal, Fatou. Depuis toujours, on fait des tests. Voilà. On savait qu'il fallait faire, donc on fait comme ça. C'est pas cadré, c'est pas vraiment, c'est pas interdit, c'est pas illégal, c'est pas, enfin, voilà, c'est une espèce de. De le laisser aller, quoi. Bon, mais moi, je voulais juste revenir sur la relation par rapport à la World Hepatitis Alliance. Et Oui. j'aimerais vraiment en profiter pour remercier, hein, parce que la World Hepatitis Alliance nous a permis l'année dernière de dérouler un projet dénommé Prévention de la transmission verticale mère-enfant du virus de l'hépatite B. Et c'est à partir de ce projet, nous, en tant qu'association, on n'avait pas une grande vue par rapport à la population, par rapport aux autorités. Et c'est à travers ce projet, avec tout ce qu'on a eu à faire, qu'on a eu à partager, et vraiment, les autorités administratives se sont levées. Et là, je vous dis, un message fort est passé, et on a même, en tout cas, le coordonnateur, ou bien la coordonnatrice qui était là, qui devait partir depuis très longtemps et qui était restée, maintenant a été remplacée et nous avons un nouveau coordonnateur. Et nous avons espoir qu'ils vont en tout cas faire quelque chose par rapport aux hépatites. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de remercier, mais aussi de demander vraiment la collaboration, que ce soit continue, pérenne, et que nous puissions en tout cas atteindre d'autres objectifs qui est vraiment une élimination des hépatites. Parce qu'on a réussi peut-être ce projet à faire quelque chose, mais ce qui nous manque, c'est d'aller dans le fin fond, en tout cas des coins du Sénégal très difficiles d'accès. Et je sais que l'État va y mettre la main, mais nous aurons besoin aussi de partenaires pour pouvoir réaliser ce que nous voulons.
C'est bien entendu, Fatou. Charlie, tu as levé la main. Oui, en fait, je voulais juste mentionner que au Québec, donc oui, c'est ça, l'acte au dépistage est réservé aux infirmières. Donc pour nous, sous risque de prendre une amende, etc., on peut pas faire le dépistage. Cependant, il est important de noter que c'est nous qui formons les infirmières sur comment faire le dépistage. Elles ne savent pas comment faire le dépistage rapide. C'est nous qui sommes mis à jour sur les nouveaux tests rapides qui sont homologués au Canada. Donc là, on a un nouveau test qui vient d'être homologué de la compagnie Biolethical qui donne un test en 1 minute et qui coûte la moitié du prix que les tests Quick. Et c'est encore une fois nous qui formons les infirmières, mais malheureusement, on n'a pas le droit, nous, de faire le dépistage dans la communauté. Donc, on a plusieurs projets de recherche qui nous permettent d'avoir les données, justement, qui justifient qu'on est capable de le faire. Cependant, même avec nos données, puis même avec nos projets de recherche, on nous reçoit des réponses négatives du ministre de la Santé pour nous autoriser à faire le dépistage. Et donc, on s'entend que bon, on fait comme on peut. Quand on va faire des ateliers, on emmène une infirmière que nous, on paye de notre propre poche d'organismes communautaires, donc on roule pas sur l'or non plus. Et on arrive à faire dépister les gens, mais ça reste inaccessible. Mais on fait aussi un projet de recherche sur l'accompagnement suivant le dépistage communautaire. Donc, on a quelqu'un qui va avec les personnes pour tous ces rendez-vous, puis qui l'aide si la personne a besoin d'autre chose, à trouver un logement, à trouver un travail, à faire des demandes d'aide sociale. On a tout cet accompagnement-là. Donc, on a les données qui montrent que ça fonctionne, puis que le communautaire, on est capable de faire ça et de faire l'arrimage aux soins. Donc, de les donner des rendez-vous plus rapidement que le système de santé lui-même, parce qu'on a directement des contacts dans les hôpitaux qui font le traitement. Donc, ils ont un rendez-vous dans 2 semaines au lieu d'attendre 6 mois, comme on attend au Québec, parce que c'est ridicule. Mais ça fonctionne toujours pas, puis ils refusent de nous autoriser à faire le dépistage communautaire. Donc, je mets ça juste comme ça, juste pour, si jamais Oui, ça donne un peu un point de vue à Fatou et à Patrick aussi, de voir à quel point on est en retard au Québec aussi. On pourrait, mais juste le ministre de la Santé, il veut pas. Il veut pas. ouais. Là, il y a toute la question de comment tu fais le couplement entre la recherche et les stratégies de plaidoyer, quoi. C'est toute une question d'advocacy là qui se joue et qui parfois peut être hyper lent et très compliqué, quoi. Je sais qu'au Canada, c'est très, très, très compliqué. Euh, Nous, on avait fait, en France, on avait fait par exemple des études pour montrer, on a dû faire 2 études, un sur la faisabilité des dépistages communautaires et après un autre pour comparer les services du dépistage, enfin, d'accompagnement par un médecin et par un père, juste pour montrer que c'était pas pire. Mais on a, tu vois, on a dû faire un énorme machin de recherche pour montrer, vous voyez, il n'y a pas de différence. On est capable de faire le même acte de la goutte du sang, on est capable de donner un résultat et il se passe, hein, les gens ne se jettent pas par la fenêtre, etc. C'est pareil. Et donc, je pense que justement, ce type de lieux dans lesquels on peut écouter ce qui se passe dans d'autres pays, c'est super riche justement pour essayer de voir s'il y a des autres ont trouvé d'autres solutions à, à nos soucis, quoi. Il y a Mounira qui est arrivée et donc si jamais euh, vous souhaitez de devenir panéliste, dites-nous pour participer à l'échange. On est très peu de personnes. Donc, ce qu'on fait, on est en train de faire plutôt une discussion et raconter les situations dans nos différents pays. Et sinon, vous pouvez toujours intervenir via le chat, comme Max. Alors, je vais là revenir un peu sur pourquoi et quels sont les arguments qui... Patrick, oui, pardon. Je suis vraiment très, très, très content de cet échange parce que ça vient de me permettre aussi d'avoir d'autres idées, d'autres initiatives, et surtout pour le cas du Sénégal. Et je pense que avec Fatou, on a commencé les pourparlers et j'aimerais vraiment, si la possibilité pourrait me permettre de calquer les projets que Fatou avait exécutés avec d'autres partenaires au Sénégal, que je puisse voir dans la mesure du possible comment les calquer et les copier aussi en République démocratique du Congo. Parce que je comprends vraiment qu'il y a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup d'opportunités qui pourraient nous permettre à bien avancer et à bien faire dans le dépistage.
mais aussi l'expérience du Canada, bien quand même que nous, on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est vraiment très, très intéressant et vraiment, ces deux collègues, vraiment, j'ai dit coup de chapeau et courage. Tout à fait, parce qu'en plus, parfois, on a la mauvaise habitude d'inventer des nouveaux projets, etc., qu'on y a toujours un collègue à côté qui a déjà fait quelque chose qui est très bien et de laquelle on peut apprendre des choses qu'il ne faut pas faire aussi. Et voilà, donc c'est super si ces webinaires déjà produit des résultats comme celle-là, c'est top. Et donc, juste pour revenir un peu sur la question de quels sont ces arguments qui nous permettent de défendre avec fierté le dépistage communautaire, c'est la question de l'accessibilité. Enfin, il faut faire comprendre aux gens qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer de transport, qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, qui n'iront jamais à son centre médical euh, parce que il n'y a pas une sensibilité culturelle suffisante dans certains lieux de prise en charge. Quelque chose que justement les pairs et les acteurs communautaires ont et qui vont permettre justement d'avoir une véritable échange sur quelles sont les pratiques des risques, comment faire de la réduction des risques, etc. Il faut que les gens puissent parler avec leurs mots en disant, en expliquant leurs pratiques sans se sentir jugés ou regarder de travers, quoi. Et parce que c'est une façon aussi de mobiliser la communauté. C'est une façon, on peut parler avec, enfin, on peut avoir des volontaires, les mêmes personnes qui viennent au service peuvent parler et renforcer cette question de dépistage communautaire. Donc, c'est une belle façon de mobiliser. Et après, bien sûr, quand on met en place ce type de dispositif, il faut qu'on pense à certaines questions comme l'organisation plutôt logistique, où on va faire le dépistage, avec quelles ressources, etc. Et par exemple, sur la question de où, je trouve que c'est là encore le fait qu'on parle avec les personnes qui sont sur le terrain, c'est fondamental parce que ce qu'on voit dans des pays, par exemple, qui ont des dépistages communautaires, parfois, j'ai vu ça dans deux pays, en Amérique latine et en Europe, c'est que les équipes commencent à tester toujours dans les mêmes lieux. Et donc, à un moment donné, on commence à perdre de résultats positifs. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours être actualisé sur où on va trouver les populations qui ont plus de risques. Et ces populations bougent. Euh, Certains types de comportements en fonction de comment la police est en train de réagir sur la question des drogues. Enfin, je sais pas, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que nos publics cibles ne sont pas toujours dans les mêmes endroits. Donc, il faut avoir cette question de est-ce que je suis dans les bons lieux? Il faut aussi ces questions de collaboration, en fait. On peut pas faire tout seul. C'est fondamental qu'on ait de bonnes relations avec les leaders communautaires et facilitateurs, mais surtout avec les soignants. Enfin, il faut faire cette alliance avec les systèmes de soins. Et pour assurer ces questions de linkage to care, il faut avoir des alliés. Et si on veut que nos dispositifs fonctionnent. Il y a toute la question de la communication et de la formation à ces communications quand il faut donner des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein. C'est parce que si c'est pas un positif et c'est un négatif, c'est comment enclencher la discussion aussi autour de comment faire une réduction des risques, euh, comment engager la personne à qu'il vient se faire redépister dans l'avenir, etc. Et il y a toute une question sur le plaidoyer, c'est comme on a commencé la discussion, on a sauté directement la question de plaidoyer, et voir aussi comment tout ce boulot que nous sommes en train de faire peut réduire les stigmas. Comment, grâce au fait de proposer un lieu qui est privilégié et sûr, va réduire l'impact sur les personnes qui vivent avec une hépatite. Charlie, tu nous dis que les ententes avec l'industrie pharma, tout à fait. Euh, Tout à fait. Ça, c'est aussi un acteur que peut-être il faudra mettre dans la collaboration
C'est vrai que dans d'autres pays, oui, des fois, c'est pas toujours, mais c'est vrai qu'ils peuvent être parfois aidants sur la question des données des tests, etc. Est-ce que vous avez une bonne connaissance des différents types de tests qu'on peut en avoir? Là-dessus, comme j'ai mentionné plus tôt, nous, on travaille beaucoup avec les tests Aura Quick, donc les tests rapides qui donnaient un résultat en 20 minutes à peu près. Oui. Mais là, on commence récemment avec les tests de Bioethical qui sont un peu plus complexes, demandent un tout petit peu plus de sang, mais vraiment pas, c'est vraiment pas dramatique, et un peu plus de liquide à mettre dans le testeur. Mais on reçoit la réponse en 1 minute à peine. Puis ils ont aussi commencé un pour l'hépatite B aussi, mais qui n'a pas encore été approuvé, là, mais on a des samples chez nous au bureau, puis ça a l'air bien pareil. Ok. Fatou et Patrick? En fait, comme moi, je l'avais dit, que nous, en tant qu'association, vraiment, on n'a pas vraiment de connaissances approfondies sur les tests. Ce sont les gens que nous envoyons dans des centres de santé Ouais. ou les centres de donneurs bénévoles du sang. Et nous, en tant qu'association, on n'a pas vraiment ce genre de connaissances. Mais nous aimerions, personnellement, c'est juste une proposition, si vous permettez. J'étais en train d'écrire dans le chat si on Je peut viens de avoir des coordonnées pour échanger, en fait, qu'on puisse se parler davantage. Parce que j'aimerais peut-être échanger avec Charlie et avec Fatou pour voir, dans la mesure du possible, comment approfondir nos démarches. Nous, au niveau du Sénégal, on avait déjà commencé. Nous faisons ce qu'on appelle le test rapide, comme vient de l'expliquer Charlie. Et il y a aussi le fait de faire un prélèvement sanguin et de prendre tout le temps qu'il faut pour, en tout cas, tester. Et par moment même, il y a des personnes après les dépistages, parce qu'en général, les journées de dépistage gratuits, c'est les tests rapides que nous utilisons. Mais au niveau de la banque de sang, eux, ils prennent le sang et ils vont faire des analyses. Et par moment, si le test est positif, ils peuvent même reprendre le test pour ne pas faire des erreurs. Donc ça, pour l'instant, moi, ce sont ces deux types de tests que je connais. Et peut-être qu'il y en a d'autres que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, qui marchent très bien ici. Merci, Fatou. Patrick, ce que je propose pour la question de WhatsApp, c'est de partager vos numéros de téléphone sur le chat. Et, euh, et comme ça, on peut se mettre dans les agendas et créer les groupes WhatsApp. Ça vous va? Et Très vas-y. bien, je le fais. Ouais. Et donc, oui, vous avez déjà fait des tests rapides. Ce qui est super dans les tests rapides, c'est d'un côté qu'on n'a pas besoin d'un laboratoire, quoi. C'est tout l'avantage, c'est que tu peux aller partout avec tes kits. Et sont faciles à lire, on va avoir un résultat clair et c'est en moins de 30 minutes. C'est simple à utiliser, n'importe qui peut réaliser euh, ces tests. Et c'est idéal justement pour faire des actions dans des environnements de proximité, enfin pour sortir, pas pour faire des outreach et aller là où il y a peu de ressources disponibles. Donc, ce sera avec un échantillon de sang ou avec des fluides oraux. Je ne sais pas, ça c'est une question qu'on avait discutée dans le webinaire d'hier avec les personnes anglophones. C'était une question sur les choix ou les représentations qu'on peut retrouver en fonction d'utiliser un test sanguin ou oral. Avec ça, je veux dire, et par exemple, on a fait des études sur la perception de tests oraux. Et parfois, il y a des personnes qui sentent que c'est moins fiable. Voir s'il y a des questions de sang, il y a des gens qui peuvent avoir du peur sur le fait que la même prise de la goutte puisse être un danger pour une contamination.
Donc, c'est des choses forcément qui ne sont pas le plus fréquents, mais c'est important de, quand on va proposer un outil, quel que soit, de savoir comment les gens vont les recevoir. On peut se retrouver avec des questions très surprenantes sur ces outils et peut-être qu'après, ça peut avoir un impact sur les succès qu'on va avoir ou pas à proposer un test. Donc, c'est important que vous identifiez ça avant de prendre une décision, de parler un peu avec les personnes pour savoir si ça va marcher ou pas. Je ne sais pas si je suis claire. Fatou, tu avais ta main levée, je ne t'ai pas donné la voix. Oui, je voulais savoir, mais en fait, peut-être que la question m'a échappé. Est-ce que vous avez parlé de tests oral? Oui, oh, pardon. Là, on disait qu'il peut y avoir de tests sanguins ou oraux. Pardon. Là, moi, j'ai un petit souci par rapport au test oral. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va encore aggraver la situation par rapport à la stigmatisation? Parce que dès que les gens vont se rendre compte qu'on va tester les gens à travers la bouche, hop, c'est là les gens vont commencer à se fuir. Déjà qu'on parle de transmission buccale, on dit que le sang peut sortir, etc., de la bouche, etc. Là, les gens même, quand ils savent que vous avez l'hépatite, mais ils vous fuient. Même en pleine activité, il y a des gens, vous dites que moi, je suis porteuse du virus de l'hépatite et vous voyez que les gens qui commencent à s'écarter un peu. Maintenant, s'il faut tester à partir de la bouche, bon, je ne sais pas si ça ne va pas augmenter aussi les problèmes de stigmatisation. Ben voilà, c'est exactement ça que je disais. Il y a plein de questions comme ça que parfois on n'y pense pas. On s'est dit non, mais il y a des gens qui n'aiment pas la goutte de sang, le sang, parfois c'est pas là, et oral, ça sera mieux. Ben, pas forcément, ça dépend. Et en tout cas, il faut avoir les deux éventuellement pour proposer justement, si quelqu'un ne le sent pas, etc., quelque chose qui est plus adapté. Patrick. Oui, merci. Et par rapport à ça, je ne sais pas, récemment, quand on était à Kigali, on nous a parlé de la vision de l'OMS avec la triple élimination. Oui. Maintenant, je ne sais pas si pour le VIH ou si pour la syphilis aussi, il y aurait des tests oraux. Je ne sais pas où c'est uniquement pour les hépatites. Parce que si nous nous focalisons dans la vision des triples éliminations, il y a une grande probabilité qu'à la prochaine, qu'on ne retrouve pas des bandelettes uniquement pour les hépatites. Alors, si tel est le cas, je ne sais pas, quelle attitude on peut adopter pendant cette séance de sensibilisation? Je ne sais pas, un peu d'éclaircissement pour nous permettre de savoir comment focaliser nos messages, nos diapos par rapport à la sensibilisation. Merci. Charlie. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, j'espère que je réponds à la question. Nous, pendant nos formations, nos ateliers sur l'hépatite C, on a fait une petite vidéo sur comment se passe le dépistage rapide au racoque. Donc, c'est une toute petite vidéo où on dit aux gens d'abord, bon, vous allez voir comment ça se passe, on voit une goutte de sang. Donc, comme ça, eux, ils voient vraiment dans quoi ils s'embarquent avant de décider s'ils veulent se faire dépister après ou pas. Des fois, on entend les gens qui disent, ah, on veut pas voir la vidéo, il y a du sang, alors qu'il y a vraiment pas beaucoup de sang, on s'entend. Mais ça nous permet vraiment de voir, c'est ça, où sont les gens et où est-ce qu'on peut les retrouver. Puis eux, ils savent, ok, je vais aller me faire dépister, ça va être exactement comme dans la vidéo. On va pas couper mon doigt, c'est bon. Je sais pas si ça répond à la question, j'espère que ça répond à la question. En tout cas, je pense que tu adresses une question intéressante, c'est la question de l'intégration avec d'autres types de dépistage, Patrick, et ça, c'est fondamental si on n'a pas les mêmes dispositifs, parce que, enfin, bien sûr qu'on peut faire un test oral et un test sanguin, mais si on fait que un, c'est beaucoup mieux. J'ai pas de connaissances sur dépistage syphilis oral. VIH, oui, bien sûr, mais pas syphilis. Donc, ça nous amène à proposer deux tests différents, quoi. Euh, alors, on a parlé de... Vas-y, va tout. Je t'entends pas. Je voulais aussi, oui, oui, j'avais oublié de. Voilà, moi, je parlais aussi de, nous au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle les machines Gène Expert. Oui. Et là,
vraiment pour les tests, si on veut aller très loin et vraiment faire quelque chose d'un seul trait, on aura peut-être la possibilité de faire avec, et on n'aura pas besoin d'utiliser la bouche pour agrandir les cas de stigmatisation. Oui, l'imagine expert, c'est super. Bon, je dis Patrick. Attends, je t'entends pas, je t'entends pas. Attends, tu es en mute. Oui, oui. Je dis que pour nous au Congo, je pense que les tests oraux, ça ne pouvait pas vraiment donner une bonne impression, d'autant plus que on a été victime d'Ebola il y a même pas 10 ans, on a été victime de Covid, et la plupart de ces tests se faisaient par des tests oraux. Et là, ça gênait vraiment les gens. Il y a même des gens qui fouillaient allaient se faire dépister parce qu'on devrait introduire quelque chose jusqu'à le faire descendre dans l'oesophage, et ça dérangeait vraiment les gens. Je pense que s'il s'avérait de penser dans ce sens, nous, on pourrait adopter, je pense que la communauté serait d'accord pour les tests des goûts de sang, des sanguins, qui par rapport aux tests oraux. Oui. C'est super intéressant ce que vous racontez. Je ne sais pas, Charlie, justement, ça donne des visions complètement différentes de comment un test peut être perçu ou pas dans d'autres contextes, quoi. Donc, on parlait des tests rapides, mais après, on a forcément les tests qu'on fait en laboratoire et qui sont des grandes précisions qu'on peut faire plein en même temps. Après, il faut que pour les machines, ce soit coût-efficace, qui va se faire avec du sérum ou des plasmas, mais qui n'est pas adapté forcément aux contextes qui sont peut-être les plus importants pour nous. Donc, euh, donc voilà, c'est les deux choix. On a aussi deux approches possibles. Ça va être ce que les Anglais appellent le point of care testing, qui consiste à aller tester là où les patients sont en train de recevoir ces soins, histoire de justement, si jamais on a un résultat positif, tester, traiter tout de suite. C'est une façon de ne pas avoir des opportunités perdues. Tandis que les autres, c'est plutôt sur améliorer l'orientation vers les soins. Donc, on peut l'avoir dans différents sites, mais il faut faire une orientation. Donc, on peut perdre un peu du temps. Et c'est question de linkage to care que je disais tout au début. Charlie. Alors nous, un des projets de recherche qu'on a justement pour le dépistage communautaire a un peu résolu ce problème-là en mettant les deux ensemble. C'est-à-dire que on a formé des personnes du communautaire pour faire le test rapide. Puis les jours où ils font le test rapide, avec eux, il y a une infirmière qui est prête à faire la prise de test ARN si le test rapide est positif. Puis elle fait le test ARN tout de suite après, puis on a un chauffeur qui vient chercher, puis quand il l'emmène directement au laboratoire, on aura les résultats très très rapidement. Donc la personne, tout de suite, elle a accès au deuxième test sanguin et on lui donne directement aussi accès donc aux soins à travers ça. Super. Super. Il faudra que tu me partages sur ça, les infos. Donc, Fatou. Oui, moi, je voulais savoir, hein, ça, c'est une bonne chose, une très bonne idée, mais je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir la possibilité de pouvoir le pratiquer. Vous êtes passé par où pour avoir, en tout cas, cette possibilité d'aller faire les prélèvements et, parce que moi, ça m'intéresse vraiment. Pour dire la vérité, moi, parfois, je suis en face de personnes, je sais que ce sont des personnes qui sont atteintes à vue d'œil, mais on n'a pas la possibilité. Et par moment, après la communication, c'est des gens qui n'adhèrent pas et qui partent. Donc, il faudrait vraiment pouvoir les retenir. Mais en fait, nous, la seule raison pour laquelle on peut faire ça, c'est parce que ça a été approuvé comme un projet de recherche. Donc, c'est vraiment juste dans ce cadre-là où on peut le faire. Donc, c'est annoncé au moins un mois à l'avance. Cette journée-là, le 12 novembre, il y aura un dépistage communautaire dans le cadre de ce projet de recherche-là. Et on aura une infirmière qui pourra faire le test ARN tout de suite si le test rapide est positif. Donc, c'est la seule façon pour nous d'avoir l'autorisation du gouvernement de faire ces tests-là. Puis heureusement, quand on fait ça, c'est eux qui payent l'infirmière aussi et les tests et on n'a pas à stresser avec ça. Ouais.
Oui, après, c'est la question de comment tu peux répliquer ça dans la vraie vie, etc. Et bon, oh, il nous reste 3 minutes, donc je vais aller vers la fin. Je suis désolée, mais on va partager avec vous le PowerPoint. Vous aurez toutes les informations, mais j'aimerais vraiment parler, enfin, d'un côté, juste insister sur le fait que quand vous faites des choix, il faut vraiment que ça corresponde à différentes questions, comme le fait que ça soit abordable, pratique, que ce soit de bonne qualité. Et sur ça, je ne vais pas rentrer. Tout ça, j'ai pas. Vous savez mieux que moi à qui on doit tester, etc. Euh, Pareil, ça, vous connaissez. En revanche, ce que je voudrais, c'est la question de comment on va évaluer. Enfin, ça revient un peu à la question qu'on parlait sur les tests oraux, les tests sanguins, etc. Et il y a une vraie question de comment on va faire le monitoring de ces dépistages qui est fait par vous. Parce qu'en fait, il faut se mettre dans la tête l'idée que pour qu'une chose existe, il faut des données, notamment pour les interlocuteurs qui vont financer, non? Et donc, il faut que vous soyez en capacité d'avoir les meilleures données possibles. Malheureusement, la plupart des fois, les données qu'on a, c'est les données que les bailleurs nous imposent et qui ne sont pas tout à fait le plus adéquates. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ça, mais en tout cas, mon expérience depuis 25 ans, c'est que c'est affreux. Les indicateurs sont des indicateurs qui ne vont pas vraiment nous dire si on est en train de faire un bon boulot ou pas. Ils ne vont pas nous donner des idées pour améliorer ces dépistages, etc. Et hier, avec les anglophones, j'ai raconté un exemple qui vient du milieu VIH, mais c'est pour raconter pourquoi c'est à nous, acteurs de terrain, de décider quels sont les indicateurs. Et j'ai raconté un exemple d'une question de suivi pour le traitement VIH pour des mamans qui venaient d'avoir un enfant. Et en fait, à partir de 18 mois, 12 ans, les mamans arrêtaient de venir au dispositif. Et donc, les gens qui mettaient en place ces dispositifs disaient, ouais, parce que comme ça y est, ils se sont éloignés un peu dans les temps de breast feeding, etc. Elles sont plus intéressées à prendre le traitement. Or, ce n'était pas du tout ça, c'était une pure question du poids. Les mamans venaient avec les bébés et à partir de 12 ans, le bébé commençait à être beaucoup plus lourd et du coup, ça rajoutait une complication et c'était une question de poids bébé, pas de manque d'intérêt sur le traitement, qui étaient les freins pour venir chercher le traitement. Donc, mon point, c'est que si tu as la bonne information que c'est les poids, tu peux mettre en place une solution pour la question du poids. Mais si tu penses que c'est une question de manque d'intérêt parce que tu es juste en train de noter la personne vient et vient pas, tu rates tout. Et c'était ça mon point ici sur la suivi évaluation, c'est que vous devez faire partie de qu'est-ce qu'on va recueillir comme information. Quelles sont les variables qui sont vraiment importantes pour les personnes que vous voyez sur le terrain euh, et pas forcément pour les founders. Après, bien évidemment, il faut aussi mesurer la disponibilité, l'accessibilité. Tout ça sont des choses qui sont beaucoup plus classiques et connues. Je pense que justement notre force vient de ce type d'expérience comme la maman. Et donc voilà, on est à 15h01, j'ai dépassé d'une minute, désolée. Et vous savez, un questionnaire, je pense que Justin va les mettre sur les chats. Justin, can you please put the link for the webinar, for the evaluation? Webinar for the evaluation. Et puis, Et puis, pardon. Donc la question, oui, oui, on va partager les diapos, bien évidemment, Patrick. Et moi, j'ai fait une photo de vos téléphones. Si vous voulez, je peux créer le groupe WhatsApp et on peut échanger si ça vous intéresse. Et en tout cas, ça a été. Attendez un moment pour la question de. Voilà. Là, vous savez les questionnaires d'évaluation. Et vraiment, si vous savez décider
des choses à faire, etc., n'hésitez pas à nous dire, à voir qu'est-ce qui est possible du côté de l'Alliance. Et merci beaucoup, Patrick, pour cette question. Charlie, dis-moi. Donc, si ça, si on a des idées ou des questions, des choses à faire, c'est qui exactement à l'Alliance qu'il faut qu'on contacte? Je pense que là, pour le webinaire, c'est Justin, la personne qui est contact. Je pense que vous pouvez... je pense que vous savez son contact. Sinon, vous pouvez aussi me contacter moi. Je passerai à l'Alliance. Donc, je vous mets juste mon mail au cas où. Mais Justin, can you provide your mail in case they want to propose ideas to WHA, please? Oh, yeah, sorry, I'll just put it in the chat now. Ok, thank you. En tout cas, ça a été vraiment intéressant. Ça a commencé, je pensais qu'on avait qu'une personne ou deux, mais ces formats, je trouve que super, justement, pour avoir cette discussion, d'échange dans lesquels on arrive à rentrer beaucoup plus en profondeur. Donc, merci pour votre temps, vos idées et votre travail. Ciao. Merci à vous, Daniela. Merci, mais Daniela, ne vous inquiétez pas, nous, on a des blocages linguistiques et de temps en temps, on passera par vous pour essayer un peu de transmettre nos On est, messages. on est complètement conscient de ça. C'est pour ça qu'on voulait faire justement ce webinaire aussi en français. Donc, il faut dire aux collègues francophones aussi de pousser pour la francophonie. Oui, nous allons le dire parce nous avons notre association africaine des pays francophones de lutte contre les hépatites. D'ailleurs, je suis désolé de voir que les collègues n'ont pas participé, mais on va partager cette information à la prochaine. On sera vraiment très nombreux à partager nos expériences. Super. Bon, je vous remercie. Super. En tout cas, merci beaucoup et c'était vraiment un réel plaisir de partager ce webinaire avec vous. Et on va continuer avec le groupe WhatsApp parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, donc on pourra échanger. Merci. Merci, Fatou. Au revoir, Patrick. Merci, Patou. Allez, allez, au revoir, Daniela. Au revoir. Merci, Daniela. Merci, Charlie. Merci, Daniela. Merci, Charlie. Merci, Patrick. Merci, Patrick.